Alors, on va finir cette belle journée. J'espère que vous avez réussi à bien en profiter. En tout cas, on était ravis de vous accueillir tous. Donc, je dis encore un grand merci à l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance. On a le plaisir pour clôturer cette journée. On enchaînera après ça avec un petit cocktail. Vous êtes le bienvenu, bien entendu. On a le plaisir d'accueillir Hélène Valade et Mike Enuti avec pour une conversation animée par Charlotte Bricard sur les enjeux RSE, bien entendu, et autour de la CSRD. Je vous laisse vous présenter sur scène. Bonjour mesdames. Comme tu veux. Allez, on fait comme ça. On fait des petits pas de danse parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique. Non, mais c'est comme ça que c'est le mieux. Ravie d'être avec vous deux ce soir. Merci ce soir, cet après-midi, je ne sais plus. En tout cas, ravie d'être avec vous ici pour clôturer cette nouvelle édition de Be Better. On va parler de donc comment est-ce qu'on fait mieux en vrai et comment est-ce qu'en effet on peut passer de l'ambition à l'action, ce que ça change dans les organisations. Vous êtes déjà presque présenté, mais je vais peut-être me permettre de préciser un tout petit peu ce que la photo et le titre de chacune ne révèlent pas de vos parcours respectifs. Hélène, je me tourne vers vous puisque vous êtes la plus proche. Hélène Valade, vous dirigez aujourd'hui la politique RSE du groupe LVMH, de ses donc 70 marques et quelques 23 000 collaborateurs. Votre carrière a commencé un peu plus loin des enjeux durables puisque vous étiez au départ au sein de l'IFOP, puis vous avez rejoint TNS à la division Opinion. Et puis le groupe Suez vous a appelé pour créer à l'époque son département développement durable. Je dis à l'époque, c'était en 2014, mais l'air de rien, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. En 2006, voilà, en 2006. C'est ce que je veux dire, en 20 ans, il s'est passé quand même énormément de choses en termes de, justement d'accélération de cette prise de conscience et de création de départements. C'est à partir de là, en tout cas, que les enjeux RSE ont pris toute la place dans votre quotidien. Vous avez cofondé le Collège des directeurs du développement durable et vous en avez été la présidente jusqu'en 2016. Puis en 2020, c'est LVMH qui vous a convaincu de rejoindre le groupe, non sans que 2 ans plus tôt, vous ayez pris la présidence de l'ORS, donc l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que j'ai oublié qui permettrait qu'on comprenne à quel moment, pour vous, ce sujet est devenu celui que vous aviez envie de défendre, que ce soit à l'ORS ou au sein du groupe ? Non, c'est parfait. Hein. Je vous remercie infiniment de votre... Sauf l'année. Non, ce qui m'a conduit à tout ça, c'est en effet la première partie de ma carrière dans les études d'opinion. Nous sommes là au début des années 2000, où j'ai vu apparaître dans les études, donc exprimées par les gens, la montée en puissance de la préoccupation environnementale, et puis surtout le questionnement du sens de la société de consommation à outrance. Et ce sont des tendances, des signaux faibles à l'époque, mais qui m'ont beaucoup intéressée. J'ai suivi cela, j'ai suivi ce prolongement dans les opinions publiques de ces tendances. Puis un jour, j'ai eu envie d'être actrice de ce sujet et donc de proposer la création d'une direction du développement durable. Et de passer donc à l'action pour rejoindre le sens de cette conversation. Maïka Nuti, donc figure engagée de la transition écologique et sociale en France. Vous êtes aujourd'hui co-directrice générale de la Climate House, située au cœur du Sentier à Paris. Ceux qui ne l'ont pas encore découvert sont invités à y aller. C'est un lieu qui a été créé en octobre dernier et qui a vocation à accélérer aujourd'hui la transition dont on se parle. Ce sont 2000 mètres carrés d'espace. C'est surtout des résidents permanents avec des profils assez différents. Il y a des entreprises à impact comme des ONG, comme des entrepreneurs, des start-upers et des communautés thématiques pour avancer sur un certain nombre de sujets. Avant de rejoindre cette maison, du coup, vous avez cumulé 20 ans de parcours entre l'entrepreneuriat d'une part et puis des fonctions business au sein d'un grand groupe cosmétique, L'Oréal pour ne pas le nommer. Vous êtes parti ensuite en Italie ouvrir une école sur un modèle un peu alternatif en pleine nature, donc l'éducation. Et puis de retour en France, vous avez embrassé les enjeux de gouvernance et de partage de richesses au service de projets sociétaux en dirigeant la fondation Actionnaire. Une fois qu'on s'est dit ça, vous vous définissez en quelques mots comme une repentie de l'économie extractiviste.
Je me demande qu'est-ce qui vous a embarqué dans le projet de la Climate House et peut-être tout simplement qu'est-ce que c'est que ce projet finalement. Je fais des tests, c'est bon. Bonsoir à tout le monde, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qui m'a embarqué à la Climate House? Déjà parce que c'était une maison, et je pense que j'ai passé pas mal de temps dans des maisons. Le lieu est important, les gens sont importants. Je pense que, ouais, on ne l'a peut-être pas dit, mais je suis donc repentie de l'économie extractiviste et j'ai eu la chance, et je le disais dans l'entretien, d'être maman il y a 12 ans. Et je le répète, c'est vraiment le jour de mon accouchement où le mammifère qui était en moi s'est révélé. Et depuis ce jour-là, j'ai eu vraiment à cœur de devenir la meilleure des mamans. Et quand on essaye d'être la meilleure des mamans, on travaille sur le citoyen qu'on laisse à la planète et la planète qu'on laisse aux citoyens de demain. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai cofondé une école dans les bois pour se poser vraiment la question de la culture et de l'accompagnement du citoyen. Et petit à petit, je suis arrivée à la Climate House. Mais à chaque fois, ça a été une aventure humaine, avant tout. Et alors la Climate House, c'est une aventure humaine. En fait, c'est une initiative portée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Ça ne se veut ni une Green Station F, ni un Green Morning, pour reprendre vos propres mots. Ça se veut quoi? Je pense que ça se veut vraiment une communauté d'action dans laquelle on se positionne les uns et les autres comme une communauté apprenante. Je pense qu'il y a un gros sujet les 10 dernières années. On a tous lu les rapports, ou en tout cas, il n'y a plus d'enjeu sur la conscience collective, mais un gros enjeu sur le passage à l'action et comment on crée cette bascule collectivement. Et on est persuadé que le collectif est vraiment la clé du passage à l'action. Alors pour plonger justement dans cette actualité, le contexte qui est le nôtre, en 2025, Hélène, au nom de l'ORS, vous avez présenté les vœux de l'ORS, ça se fait traditionnellement, et vous avez commencé en disant 2025 va être une année compliquée pour les directeurs du développement durable. 5-6 mois plus tard, quel constat dressez-vous? Que c'est en effet compliqué. Mais que c'est compliqué, pas simplement pour les directeurs et les directrices du développement durable. Je crois qu'on est dans une période d'incertitude, à la fois économique, géopolitique, réglementaire, qui est assez impressionnante et qui, d'une certaine manière, donne le vertige, parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on avait pu considérer comme acquis et solide devient du jour au lendemain détricotable et fragile. Et ça interroge énormément, au fond, sur un certain nombre de choses. Donc, la RSE n'a pas échappé à ce contexte, et probablement que la CSRD est devenue la victime expiatoire, la coupable de tous les maux, et notamment de la perte de compétitivité des entreprises françaises, comme si, en effet, la CSRD était responsable de tout cela. Et donc, c'est en effet un peu compliqué. Et du coup, il me semble qu'on assiste à un moment où il y a un joyeux mélange des genres, où on essaye de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire on considère que la CSRD, c'est égal à la RSE. Les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que cela. Et à la fin de la journée, je pense qu'on voit apparaître au fond un clivage entre deux catégories d'entreprises, celles qui étaient un peu en retard, avec un fond tout de même de méfiance, climato-scepticisme, RSE-scepticisme, et qui se sont engouffrés dans cette brèche de ce backlash pour, au fond, dire bon, ben voilà, on va attendre, et puis voilà. Et puis d'autres qui ont bien compris, qui étaient probablement plus en avance, qui ont compris la nature véritable du sujet, c'est-à-dire un sujet réellement business. Le réchauffement climatique, c'est pas une idée, hein, c'est des faits qui affectent les assets des entreprises, qui affectent des chaînes de valeur. Donc ces entreprises-là, elles ont bien compris ça. Elles ont bien compris aussi que la RSE était un facteur d'attractivité des jeunes qui sont dans des systèmes de valeurs littéralement différents de ceux de ma génération, par exemple, et puis qui ont bien compris aussi que ça demeurait
un facteur de réputation immense et donc qui continuent à agir. Alors la grande différence, c'est qu'elles le font peut-être de manière plus silencieuse qu'avant, mais j'aime mieux vous dire, alors moi j'ai la chance d'avoir ce poste d'observation à l'ORS, elle continue réellement, on en parlera tout à l'heure. Juste pour prendre l'exemple de la mienne, LVMH, nous on continue et on le dit parce qu'on aimerait que c'est une capacité d'entraînement, c'est-à-dire voilà, on maintient notre ambition environnementale et on continue à mettre en place le programme d'action que nous avons. Voilà, drôle de période. J'aurais préféré me tromper en janvier, je vais vous dire. Quel impact est-ce qu'on peut mesurer l'impact du contexte géopolitique justement et économique sur l'ambition des projets portés par les grandes entreprises? C'est pas très. Enfin, on voit qu'on est dans une période un peu d'incertitude, donc d'attentisme. C'est très compliqué de répondre à cette question parce que finalement, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc moi, je serais très, très, très prudente avec ça. Ce que je pense profondément, c'est que c'est une période qui va permettre probablement de passer à autre chose. C'est-à-dire c'est probablement la fin de la comète de l'ancien monde. On le voit bien d'ailleurs à pas mal de signes, et l'ouverture de quelque chose d'autre. Et j'ai embarqué l'ORS pour le coup dans une réflexion sur l'analyse du pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui disent on s'est planté ou je sais pas quoi. Bon, c'est intéressant de mettre sur pause 2 minutes et de comprendre, on y reviendra tout à l'heure aussi, de comprendre les raisons de ce moment que nous sommes en train de vivre et de se dire tirons-en les conséquences et construisons une RSE renouvelée qui permettra de réaffirmer son ambition, mais probablement de le faire un peu différemment avec, je crois, cette ligne de crête qui est extrêmement importante à garder en ligne de mire, c'est que la RSE dans les entreprises, elle est liée au business. Il ne faut pas qu'on se dise n'importe quoi d'autre. Et si on oublie ce lien, alors ça ne va pas. Typiquement, quand vous avez lancé, enfin quand la Climate House a ouvert ses portes en octobre dernier, il y avait donc au départ 4 entrepreneurs qui en ont convaincu 40, je crois, puis 80, dans un contexte qui est celui que vient de décrire Hélène. Est-ce qu'à un moment donné, ils se sont demandé si c'était vraiment le bon moment? Est-ce que ça a été facile d'embarquer tous ces colocataires? Je pense que c'est là où on voit la puissance de l'entrepreneur, l'incarnation que l'entrepreneur peut apporter. Moi, je suis assez épatée, donc ils sont 80 aujourd'hui, donc j'ai 80 actionnaires, c'est un job à plein temps, c'est exceptionnel, surtout qu'ils ont travaillé sur leur diversité. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas que des entrepreneurs de la deep tech, mais on a vraiment des entrepreneurs à impact, mais qu'est-ce que veut dire impact? Est-ce que c'est de la green tech ou de l'entrepreneur social? Donc on passe notre temps à définir ce que c'est l'impact entre nous, et c'est déjà l'incarnation de ce qu'on est en train de faire. Je pense que la particularité de l'économie française, c'est justement ce pouvoir de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu construire dans cette communauté. Et quand je parle d'entrepreneur, un intrapreneur est un entrepreneur, donc on n'exclut pas du tout les grandes structures, au contraire. Et je pense qu'on a vraiment envie de travailler justement sur cette posture très positive du test and learn, de l'échec. Je pense qu'on a tous été éduqués, je reviens sur mon expérience d'éducation, mais on a tous été éduqués à éviter l'échec. Et la particularité de cette race très spéciale de l'entrepreneur, c'est que justement, il teste. Je pense qu'il a confiance. Il y a un gros sujet sur la confiance en l'avenir. Et je pense que pour voir des colocataires qui sont là, je pense qu'il y a un vrai sujet d'énergie, plus que de la capacité à mesurer son impact, même si évidemment on a une mesure d'impact et on est en train de l'atterrir, mais je pense que de se retrouver entre nous d'une manière très positive sur on ne sait pas ce qui va se passer, parce que quand on sait ce qui va se passer, c'est pas de la coopération, mais c'est vraiment de se dire on est ensemble et quoi qu'il advienne, en fait, on avance. L'autre particularité qu'on a vraiment envie de travailler à la Climate, c'est la diversité. Nous, on est plutôt garant de la représentativité de la communauté pour que justement on passe ce passage, ce cap de se battre les uns contre les autres, alors que le vrai sujet c'est comment on s'organise ensemble
pour avancer. Petit exercice qu'on fait souvent, on fait des controverses. La dernière s'appelait pour ou contre le nucléaire. Et en fait, c'est pas tant ce que pensent les gens qui est important, mais c'est ces espaces d'échange où en fait, à la fin de l'heure et demie, on se rend compte qu'on est tous d'accord, hein, et qu'une fois qu'on a mis de côté ce qu'on pensait être nos différences, en fait, ça nous crée une énergie collective qui est assez impressionnante. Et se redonner le droit de débattre et de ne pas être d'accord potentiellement de façon... Surtout ne pas être d'accord, ça s'appelle la pensée unique. Et je pense qu'on est tombé justement dans la pensée unique qui fait qu'on a arrêté d'avancer. Ça me rappelle cette initiative qui s'appelle Faut qu'on parle, qui a été lancée par les médias Brut et La Croix et qui consistait à réunir des personnes qui vivent à moins de 30 km les uns des autres et qui ont des opinions totalement opposées pour qu'ils puissent débattre. Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des gens qui avaient des opinions très Clara, cofondatrice de la maison. Et les gens, les personnes recrutées ont eu de longues conversations. Si on doit rebondir sur ce sujet de la mesure de l'impact et finir de dresser le contexte qui est le nôtre, ça me fait bien sûr penser aux déclarations du président Macron et à son souhait affiché de voir en effet annuler tout simplement la C3SD. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, Hélène ? C'est la question à 100 balles. Qu'est-ce que qu'on a une loi sur le devoir de vigilance en France, déjà, en 2015, qui date de 2017. Non, et plus profondément, je pense qu'au lieu de raisonner en termes de retrait, on aurait peut-être intérêt à raisonner justement avec ce test et apprendre, quoi. Enfin, c'est franchement de faire de l'évaluation des politiques publiques, de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment le renforcer, comment le corriger, etc. Plutôt que tout d'un coup faire exactement le contraire de ce qu'on a dit quelques années précédemment. Donc et puis d'avoir ce sens de la nuance dans l'analyse des choses, c'est-à-dire qu'on parle de réglementation en mettant tout dans une sorte de fourre-tout pas possible, alors qu'il y a des natures extrêmement différentes de réglementation. La réglementation sur le reporting, hein, typiquement la CSRD, qui n'est d'ailleurs pas tombée des nues, hein, c'est une suite depuis la loi NRE de 2001. Poussée par le président Macron. Absolument, absolument. Il y a la réglementation qui touche pour le coup l'industrie, c'est-à-dire comment on va faire évoluer ces outils de production et sortir du productivisme ou de l'extractivisme, comme vous le dites. Je pense notamment à la loi AGEC, je pense à la loi climat et résilience qui touche beaucoup de choses dans les modes de production des entreprises, dans leurs outils de production aussi. Et puis, il y a les lois sur les chaînes de valeur. Voilà, mais tout ça est quand même de nature extrêmement différente. Donc, moi, j'ai envie de proposer au président une sorte de business dialogue qui permettrait justement, sur les lois existantes, sur celles éventuellement en préparation ou sur des initiatives, d'être dans cette relation de dialogue. Ça ne serait pas des controverses, mais ça serait des projets. Voilà, ce projet-là, c'est utile, c'est pas utile, pourquoi, comment, etc. Dans une relation beaucoup plus directe qu'à chaque fois par l'intermédiaire de fédérations qui souvent renvoient le plus petit dénominateur commun. Alors que si on avait cet espace de dialogue, ça serait, je pense, extrêmement utile et plus constructif. Il n'empêche que l'ORS va bientôt publier, je crois, les résultats du second baromètre de l'Observatoire de la CSRD. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle précisément, baromètre sur la CSRD et les enjeux sociaux. À quel type de résultats est-ce que vous vous attendez, même si vous n'avez pas encore forcément eu le temps de digérer l'ensemble des témoignages qui vous ont été livrés, mais peut-être juste à la lumière des échanges que vous avez avec vos pairs? Alors, en effet, l'ORS s'est lancé dans un travail de fond pour objectiver les débats et être force de proposition. D'une part, en analysant les rapports de durabilité qui sont sortis. J'ai quelqu'un de merveilleux dans l'équipe de l'ORS qui a analysé 65 rapports. Pour en tirer les bonnes pratiques et échanger entre les membres de manière à préparer la suite. Et ça, c'est un travail extrêmement utile. Et on a doublé cette analyse d'entretien qualitatif avec une cinquantaine de nos membres pour répondre à la question que vous posez. C'est-à-dire, au fond, quel est le ressenti, etc. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes qui apparaissent. D'abord, le moment de la rédaction de ce rapport a été un moment extrêmement utile de cristallisation de relations un peu neuves au sein de l'entreprise
entre direction RSE et direction de la finance. Et où cette approche beaucoup plus en termes de, voilà, on calcule les investissements nécessaires pour mettre en œuvre cette action. Voilà, toutes ces choses-là ont été mises sur la table. Même chose, une relation avec le conseil d'administration qui a été particulièrement étoffée grâce à cette CSRD. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif des choses. Mais il y a un aspect négatif, et il faut avoir le courage de le dire, c'est que la CSRD, d'un point de vue au fond politique, par rapport au but qu'elle poursuivait au début, qui était tout de même de mettre sur la table un vrai outil de pilotage stratégique des politiques RSE, et deuxième objectif, de être l'endroit où seraient centralisées ces fameuses data sur la RSE, tellement utile pour le coup aux analystes financiers et aux investisseurs pour flécher les investissements là où il faut. Et bien de ce point de vue politique-là, c'est, pardon de le dire, mais c'est raté. Parce que d'une part, il y a eu un tel formalisme dans la rédaction de cette réglementation et dans la manière dont elle a été mise en œuvre. C'est devenu un exercice bureaucratique. Et notamment vérifié par les auditeurs qui, et voilà, on ne peut pas le nier, ça m'arrache le cœur de dire ça en même temps, mais c'est vraiment la réalité. Et puis sur l'aspect lisibilité, les analystes financiers nous disent, mais écoutez, il y a tellement de choses qu'on va continuer de toute façon à vous envoyer des questionnaires, donc que ce soit ceux du CDP pour ceux qui... Voilà. Alors que nous, on voulait que ce soit justement la source de l'ensemble des acteurs, qu'ils aillent chercher les informations là, et qu'on ne soit plus inondé, parce que je ne sais pas si vous appartenez à des directions développement durable dans l'audience, mais c'est absolument insensé. C'est beaucoup moins la CSRD qui nous fait perdre du temps que la réponse à une kyrielle d'agences extra-financières ou d'analystes financiers, d'acteurs bancaires ou assurantiels. Et ça, c'est insupportable. Donc voilà. Et puis en même temps, je ne peux pas m'empêcher non plus de dire que c'est une première fois cet exercice. Et comme toute première fois, il faut essuyer les plâtres. C'est pas simple, il faut essuyer les plâtres. Mais justement, c'est le moment d'en tirer les conséquences. C'est vraiment ce qu'on fait alors, de pointer toutes les difficultés, sans rentrer uniquement dans une logique quantitative, parce que je vois plein d'acteurs qui disent il faudrait qu'on passe de je ne sais combien de data points à 90, etc. Voilà. Mais je pense que c'est pas ça le vrai sujet. Le sujet, c'est de comprendre la matière utile à d'autres pour pouvoir faire gagner du temps à tous. Et puis d'avoir cette appréciation peut-être un peu plus fine de l'esprit CSRD, et non pas de l'appliquer avec le formalisme dont on a été victime. Maïka, vous, le sujet de la mesure, c'est un de vos prochains chantiers ou c'est un de vos gros chantiers en cours? Comment est-ce que vous vous en emparez? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites? À la question, qu'est-ce que je dirais à Monsieur Macron? Ça peut aussi. Même pas mal. La mesure d'impact, ouais, hyper intéressant, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi l'impact? Est-ce qu'on passe dans de l'impact washing? Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a vraiment eu envie que la Climate House, donc c'est une SAS, on s'est vraiment posé la question parce que le montage est quand même un montage d'intérêt sociétal, puisqu'il n'y a pas de remontée de dividendes, et pourtant c'est une SAS, donc on a envie d'être vraiment exemplaire, on a envie de faire en sorte que cette SAS soit gérée à capot ouvert. Donc en fait, tout est accessible. Donc typiquement, la gouvernance est accessible. On est en train de le travailler. La mesure d'impact a été co-construite avec la communauté. Et c'était assez drôle parce que tout le monde disait mais non, il faut absolument faire une mesure d'impact. Et en fait, quand on rentre dans le sujet, vous avez la team... je dirais la team capitaliste qui dit non, il faut faire du bilan carbone, et la team ESS qui dit ah mais non, mais il faut travailler sur la théorie du changement. Et donc c'était hyper intéressant de se dire mais la mesure d'impact de toute manière, ou mesure, ne veut rien dire pour les uns et pour les autres. Donc le plus important, c'est plutôt de se mettre autour de la table en se disant qu'est-ce qu'on a envie de mesurer, qu'est-ce qui est important. Et donc on a mis autour de la table 2 acteurs, donc l'ESSEC qui est adhérent chez nous, et Impact Lab qui est spécialiste du bilan carbone. Et en fait, on leur a dit, vous savez quoi, on a besoin d'une mesure d'impact systémique, ça n'existe pas aujourd'hui, mais qui soit capable justement de prendre en compte les limites planétaires et le plancher social. Donc voilà, donc on a la présentation après-demain. Donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas... Ils ont quelque chose à présenter.
Ouais, ils ont quelque chose à présenter et on aura sûrement des choses à dire. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acquis, on ne sait pas où on va. Et le plus important, c'est plutôt de se dire comment on co-construit ensemble quelque chose plutôt que le résultat en soi. Et sur le comment, justement, pour continuer peut-être sur cette notion-là, vous, votre objectif, il est donc très clair, c'est aussi d'accélérer la puissance économique perçue et réelle des acteurs du changement. Comment est-ce que vous procédez très concrètement? Ouais. Alors, on n'a pas, on n'a pas la prétention d'accélérer la transition, mais plutôt de contribuer à l'accélération de la transition. Il y a deux choses. Un, encore une fois, on met des gens très très différents autour de la table. On travaille plutôt en espace de shadow board, où on est capable d'accueillir certaines structures qui ont envie de se transformer. Nous ne sommes pas une boîte de conseil. Le monde n'avait pas besoin d'une énième boîte de conseil. Il y a des gens très très bien qui font ça depuis très longtemps. Mais c'est plutôt comment on donne à voir et encore une fois, qu'on mette ensemble des personnes autour de la table qui n'ont jamais eu l'occasion de parler ensemble. Donc nous, on se positionne vraiment comme une excuse à faire ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de structures, d'acteurs qui viennent nous voir en nous disant « Ouais, ça serait bien qu'on se mette autour de la table avec un tel, un tel ». Donc on est plutôt un tiers de confiance, plus qu'un expert. Et je pense que cette posture de catalyseur, cette posture de tiers de confiance est important. Donc on n'est vraiment pas sur la technique, mais plutôt sur les espaces de coopération, comment on anime des réunions où chacun a droit de porter ce qu'il a envie de porter. Et donc on est plutôt sur de l'animation collective, qui est un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, les projets de coopération ne sont pas financés, ce n'est pas une ligne budgétaire qu'on met. Donc l'enjeu, c'est vraiment comment on finance en fait, la transition via des espaces de coopération. Et vous avez déjà des best practices en quelques mois d'existence? Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est des best practices, mais en tout cas, on a des moments joyeux où on voit des gens se transformer. Je pense que c'est important. Se décaler, sortir de leur quotidien. Donc, on peut avoir des très grosses structures comme des très petites. Justement, qu'on met autour de la table. Nous, on a vraiment 3 espaces de transfo. Le premier, c'est une transfo personnelle. On pense vraiment que personne ne sait. Et c'est plutôt comment on crée une culture commune, parce qu'il y a plein de gens qui savent plein de choses, mais comme la culture n'est pas partagée sur ces enjeux-là, donc on crée une culture commune. On a fait plus de 600 événements depuis qu'on est ouvert. On a accueilli plus de 10 000 personnes. Ça, parce qu'on le co-construit avec les membres de la communauté. Donc ça aussi, c'est important. Le deuxième, c'est des espaces de transfo où justement on invite des martiens à des tables qui sont potentiellement des espaces de pouvoir. Et je veux bien revenir là-dessus. Je pense que l'enjeu de la transition, c'est aussi cette conscience de cette relation au pouvoir d'agir, mais au pouvoir d'autres aussi. Et donc la posture de contre-pouvoir, et je ne vais pas parler politique avec un grand P, mais c'est aussi important de créer des espaces dans lesquels des personnes qui n'ont pas voix au chapitre puissent accéder à ces espaces de pouvoir. C'est eux que vous appelez les Martiens? Oui, c'est eux les Martiens. Ok. En petite dédicace à Elon. Pour rebondir sur la culture peut-être justement, Laure, dans ses sujets d'études, s'est penchée sur les nouveaux récits qui peuvent demain participer aussi à faire rayonner cette culture. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Comment est-ce qu'on peut déjà contribuer et surtout peut-être mesurer à nouveau l'intérêt de porter ces récits? Oui, je pense, pour revenir un instant sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'analyse du moment qu'on est en train de vivre et la nécessaire, me semble-t-il en tout cas, introspection sur les choses qui ont marché, celles qui n'ont pas marché et pourquoi on en arrive à une situation pareille. Je pense qu'il y a 3 choses qui sont importantes à nos yeux à l'ORS. La première, c'est le fait qu'on est... on a laissé le débat être uniquement occupé par la question de l'énergie et du climat. Et pendant des années, ça n'a été que ça. Bon. Or, nous sommes, et vous l'avez superbement bien dit, sur des logiques véritablement beaucoup plus globales et de transformation. Donc, quel a été l'effet pervers de concentrer les choses sur le climat? Ça a donné un sentiment d'impuissance à tout un chacun absolument terrible, puisque, comme le dit très bien François Gémen, on est dans une logique
temporel qui là donne le vertige, parce que quand on agit, quand on essaye d'agir, on se demande tout de suite si la Chine est en train de faire la même chose, et surtout on n'en voit les résultats que dans très 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 longtemps. Bon. Alors que il y a tout un tas d'autres sujets qui sont tout aussi importants dans cette transformation que l'on veut conduire, et notamment la biodiversité, la préservation des ressources naturelles, sur lesquelles c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'agir, parce qu'on en mesure les résultats au bout de 3-4 ans. Nous, par exemple, chez LVMH, on est dans une révolution de l'agriculture régénératrice pour le sourcing de nos matières. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce que veut dire agriculture régénératrice, c'est juste des nouvelles pratiques qui font passer de la monoculture à la polyculture, si je dis les choses très rapidement, pour améliorer la qualité des sols. Et des sols de qualité, ça veut dire du captage du carbone, de l'eau retenue, et l'eau on en manque, y compris en France, d'ailleurs encore un sujet dont on ne veut pas parler, et puis évidemment une biodiversité en plus grande quantité. Bon. Et donc ça donne envie. Ça donne envie de continuer, d'agir, etc. Donc je pense qu'on a eu, parler de pensée unique tout à l'heure, mais c'est vraiment ça pour moi. Voilà. Ça, c'est le premier écueil. Le second écueil, c'est qu'on s'est laissé aussi embarquer dans deux types de récits, soit celui de la décroissance. Alors là, ça te donne envie, hein. Franchement, bon, retourner à l'âge de la caverne, passer, il n'y a plus rien à voir. Bon. Sans embarquer l'ensemble des catégories sociales justement pour qu'elles agissent elles-mêmes. Donc soit ça, soit le tout technologique. Ça, vous serez sauvés par, je ne dirais pas les Martiens parce que ce serait impertinent de ma part, mais en tout cas par Mars. Hein. En fait, la vie sur Terre, on s'en fiche, mais allons la chercher sur Mars. Bon. Et donc, on croit, nous, à l'ORS, que ces deux récits-là sont parfaitement inopérants et sont en partie responsables de la situation d'ailleurs dans laquelle on est aujourd'hui, d'où la nécessité d'inventer autre chose, c'est-à-dire des micro-récits qui embarquent la culture de l'entreprise, son ADN, et qui est de nature à mobiliser l'action d'une entreprise donnée dans cette transformation. Céline Soubrane, qui est dans cette salle, a œuvré pour écrire ce livre blanc sur les nouveaux récits, et on se permet de donner quelques bonnes pratiques, conseils pour ceux qui ont envie de le faire. Mais par définition, ça sera, et ce seront des micro-récits, parce que moi, je ne vois pas apparaître le récit national, malheureusement, qui pourrait embarquer dans une sorte de New Deal à la Kennedy en fait, hein, mais de New Deal de la durabilité qui aurait pu, me semble-t-il, être assez mobilisateur d'un corps social ou d'un corps de citoyens, quoi. Maïka, deux réactions, puisqu'on parle de champ lexical, notamment sur le mot climat et climate house, donc peut-être un mot là-dessus. Et puis la deuxième sur la culture, c'est à la fois la culture telle qu'on la propage. Vous l'infusez aussi, puisque vous avez dans vos colocataires, parmi vos colocataires, choisi d'accueillir. Alors là, je vous laisse prendre le relais, parce que je me trouverai bien seule. Tout à fait. Mais un designer et une chorégraphe. Donc en fait, à la Climate, notre job, c'est de faire en sorte d'avoir une communauté de qualité. Et quand on dit une communauté de qualité, c'est sa diversité. Donc on va chercher des personnes, des métiers, des inspirations différentes pour justement les faire participer à cet élan collectif. Et donc on a à la fois des scientifiques en résidence, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est important de remettre, de protéger en fait le savoir scientifique. Donc on a Julien qui est le pro de la décarbo de l'acier, qui est avec nous, qui est en train de monter une association sur la neutralité des messages scientifiques. Et de l'autre côté, on a des designers en résidence. Donc on a un chief of panache et on a une designeuse pour justement nous aider à faire en sorte que quand vous arrivez dans la maison, le sujet ne soit pas que des tableaux avec des formules sur le sujet du climat, mais que justement on ait un terreau commun, une culture commune qui nous permette de co-construire ensemble cette culture partagée. Donc voilà, la culture est très très présente. Petit mot sur les sujets de l'information. On a la chance d'avoir Quota Climat dans notre communauté.
Dans cette culture, une fois qu'on a identifié le fait que la culture était un enjeu, la question c'est comment l'information est transmise. Et d'un côté, on a des enjeux avec la science, mais on a aussi des enjeux avec l'information. Et c'est comment on garde justement tous les acteurs possibles et inimaginables et qu'on préserve ces acteurs-là pour qu'il y ait justement une diversité de pensée et non pas une pensée unique. Et je pense que le sujet du média français aujourd'hui est un gros enjeu, en tout cas dans cette co-construction d'un nouvel imaginaire. Et vous accueillez des grandes entreprises aussi qui viennent se confronter à votre façon de faire, justement, pour challenger eux-mêmes leur façon de se confronter à ces enjeux. Du côté de l'Ors, est-ce que vous avez vu apparaître des nouvelles pratiques, des nouvelles organisations, des nouveaux modèles, justement, pour aller un peu dans ce sens-là ? Alors, on a vu apparaître plusieurs types de choses. D'abord, le test de modèles économiques quand même différents, et notamment le modèle de l'économie circulaire, qui est exactement l'inverse de ce que vous avez fui, c'est-à-dire c'est la fin du productivisme. J'extrais, je transforme, je consomme, je jette. Pour quelque chose qui est par nature, par nature préserve les ressources, c'est-à-dire l'économie circulaire qui va permettre à la fois de recycler, d'upcycler, de réparer, puisqu'il y a des acteurs de la réparation aussi dans la salle. Donc ça, on voit ça apparaître fortement dans un certain nombre de secteurs d'activité des entreprises de l'Ors. Et puis, il y a une autre chose qui apparaît aussi, c'est ce que moi j'appelle chez LVMH le joining forces, c'est-à-dire la capacité en effet à agir en coordination, en alliance, en consortium. Après, la sémantique peut être extrêmement différente, à la fois à l'intérieur d'une même entreprise, comment des task forces complètement transversales se mettent ensemble pour adresser un enjeu. Et puis, entre une entreprise donnée et soit ses pairs, soit d'autres acteurs qui viennent du public ou des ONG, parce que je pense, et nous pensons alors, que face à la hauteur des défis qui sont les nôtres, que ce soit d'ailleurs sur un plan environnemental ou sur un plan social, la réponse, elle ne peut être que plurielle et qu'émanant de partenariats publics-privés, nouvelles modes, c'est-à-dire avec des scientifiques, avec des ONG, etc. Et ça, on voit apparaître des coalitions de ce type extrêmement concrètes qui ne sont pas là pour faire de la communication, sont là pour prendre un sujet et pour le traiter. Et pour le traiter ensemble. Danone, par exemple, a créé quelque chose qui s'appelle OP2B sur l'agriculture régénératrice, qui est absolument étonnant et qui commence à produire des résultats. Voilà, donc c'est ces deux types à la fois un modèle économique et un modèle organisationnel, me semble-t-il, qui apparaissent. Ok. Peut-être pour regarder un peu en avant et imaginer comment ça pourrait être de mieux en mieux demain, à votre sens et d'après ce que vous observez à la Climate House, qu'est-ce qui pourrait manquer aux organisations on avait un sous-titre, pour de vrai, c'était donc en effet de l'ambition à l'action, ce qui change vraiment dans les organisations, pour que de l'action à l'action, voilà, avec un truc en ion. Qu'est-ce qui pourrait manquer aux organisations actuellement qui pourrait aider à ce que demain, plus d'ambition se transforme en plus d'action? Rien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une injonction à. Oui. Je pense qu'il y a une relation au temps qui est important. Je pense que il y a deux choses qui me viennent vraiment. Une fois que j'ai dit rien, je vais vous quand même raconter quelque chose. Mais évidemment, c'est la reconnexion au vivant. Évidemment, c'est de ne pas continuer cette quête de l'innovation. C'est comment on regarde la nature qui est là depuis des milliards d'années et qui fait déjà bien les choses. On a aussi la chance à la Climate d'avoir tout le pôle biomimétisme qui agit aujourd'hui. Et donc pour répondre aussi sur les modèles, on déteste le mot modèle chez nous puisqu'il n'y en a pas. Si les modèles fonctionnaient, ça serait. Mais évidemment qu'on a la Convention des entreprises du climat avec qui a porté, je pense, et partagé la culture de l'économie régénérative. On a l'économie de la fonctionnalité, on a l'économie circulaire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle.
Mais en revanche, il y a un vrai sujet sur une vraie reconnexion au vivant et potentiellement d'avoir assez d'humilité pour se dire qu'on peut peut-être passer d'un mode égo à un mode éco. Ça, c'est quelque chose qu'on chérit. Et je rebondis aussi sur ce sujet d'alliance, de coopération. Je pense que, et dans ce sujet du récit, je pense que malheureusement, et je les respecte plus que tout au monde parce que je pense qu'ils ont contribué à cette prise de hauteur et cette prise de recul, les fameuses ODD. Malheureusement, la première partie de l'ODD, la première communication de l'ODD, vous aviez les 17 ODD qui étaient à plat comme ça. Et en fait, c'était assez schizophrénique parce que quand vous voyez ça, et en fait, il y a cette nouvelle vision des ODD qui sont organisées justement avec les limites planétaires, le plancher social et après l'économie, en se disant qu'au centre on ne pourra tacler tous ces sujets des ODD qu'avec l'ODD 17, malheureusement c'est le dernier, mais qui est la colonne vertébrale et qui porte justement ces sujets d'alliance. Donc moi, et là je vais vous parler de mon expérience via l'éducation alternative, mais c'est vraiment là où moi j'ai pris conscience que nous n'étions pas éduqués à coopérer, puisque le premier acte de coopération d'un enfant assez instinctivement, tant qu'il n'a pas été formaté, c'est qu'il copie sur son voisin. Et quand on copie sur son voisin, en fait, c'est le premier geste de demande de coopération. Et en fait, on est éduqué pendant 25 ans à dire qu'il ne faut surtout pas copier sur le voisin. C'est ce qu'on nous dit, sinon tu vas copier les fautes aussi. Exactement. C'est exactement ça. Et donc vraiment, c'est comment on remet au centre le sujet de la coopération, de la puissance collective, sans avoir peur de perte de compétitivité, mais plutôt de gain d'abondance en fait. Et c'est le 1 + 1 = 3. Et je ne citerai que ce couple d'acteurs de la coopération qui s'appelle les Beauvillards et qui disent vraiment en fait, si ça se passe comme prévu, c'est pas de la coopération. Et en fait, d'avoir une feuille de route, c'est contre-productif à l'émergence d'alliances. Et donc voilà, donc nous on adore parce qu'on a plein de GT, on a plein d'alliances, des grosses boîtes, des petites boîtes qui viennent nous voir. Donc là on a le prochain GT Agré-Agro qui est lancé à Plantation le 16 juin. Donc vous êtes le bienvenu. Et la particularité aussi à la Climate House, c'est que quand vous faites partie de la communauté, vous avez droit de faire émerger un groupe de travail. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que ce groupe de travail en fait fleurisse et prenne la lumière. Exactement. Merci beaucoup. C'était pas simple parce que c'est vrai que la question était large et puis lancée comme ça. Alors du coup, Hélène, je vous la formule de façon un peu plus orientée. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que c'est? On sait que les investissements en RSE, on a vu les baromètres de la FEVAD, c'était le premier rang il y a 2 ans. C'est au 3e rang des priorités, par exemple, des e-commerçants. Est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est deuxième choix, comme ça on fait un ABC? Est-ce que c'est plus d'individus, puisqu'on sait que les entreprises finalement sont plus difficiles à déplacer que les individus? Est-ce que c'est d'embarquer plus de dirigeants? Ou troisième, du coup je vous laisse quand même un troisième au choix. Je pense que ce qui manque aux entreprises là aujourd'hui, c'est la liberté de la créativité. Je pense qu'il y a eu une abondance de réglementation et, comme je le disais tout à l'heure, une contradiction avec ce qu'est une vraie réglementation et de la compliance qui a été mortifère. Et là aujourd'hui, je pense qu'il faut reprendre, faire confiance d'abord aux entreprises. Et faire en sorte qu'elles puissent créer, qu'elles puissent innover. Elles ont bien compris qu'il y a des risques qui sont immenses sur leur vie même économique. Bon, et donc elles sont en train, enfin nous on en connaît plein qui sont en train justement d'inventer des solutions qui vont permettre de répondre à ça. Et je pense que le mouvement, ça fait moi 25 ans que je travaille sur ces questions-là, et à chaque fois, il y a eu des mouvements où on voyait des pionniers, des vraies entreprises qui étaient en avance sur un certain nombre de choses, basées sur du volontariat, sur du visionnaire, sur des gens très visionnaires, sur du leadership, du vrai courage, de rupture, qui ont fait ce qu'elles avaient envie de faire. Ça a marché. Et c'est la réglementation qui ensuite a fait en sorte que ça se généralise. Donc cette alchimie extrêmement subtile entre volontariat d'une part, réglementation de l'autre, c'est une sorte de balancier comme ça. Et là, on est tombé dans la phase de la réglementation. C'est ça qui me fait dire qu'il faut d'abord digérer, parce que
si on fait la liste de tout ce qui est arrivé depuis ne serait-ce que 2017, je vous assure, moi je me suis amusée à faire cet exercice, je suis en train d'écrire un article là-dessus. Là aussi, ça donne le vertige. Bon, donc comment fait-on pour digérer tout ça et pour recréer un espace de waouh, on souffle et on invente, on est créatif, voilà. Redonner du souffle, mettre un peu de créativité, garder une feuille de route tout en acceptant des sorties de route et accepter plus d'interviews pour partager encore un peu plus de conviction. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir clôturé cette journée. Merci d'avoir été avec nous aussi. Et puis merci aux équipes de One to One de nous avoir rassemblés.